J'avais 20 ans, j'étais tout neuf, hein, j'étais tout beau. J'avais mes copains, mes copines. Et j'étais amoureux. D'un seul coup, on me balance là-bas. Je reviens, je suis une saloperie. Il y a un type qui a tiré sur un homme. Ah, ça fait du dégât, hein. Entre 1954 et 1962, plus d'1,5 million de jeunes appelés ont effectué leur service militaire en Algérie. Certains y sont restés 18, voire 30 mois. Des milliers d'entre eux ne sont pas revenus. Pour tous ceux qui ont eu l'âge de se retrouver sous les drapeaux au cours de ces années, le passage de la vie d'adolescent à la vie d'adulte fut souvent terrible. Sur place, ils ont vécu l'horreur d'une guerre qui ne disait pas son nom. Ce déni de la réalité va creuser un fossé entre les appelés, leurs familles et toute la société. À leur retour en métropole, face à l'incompréhension qu'ils découvrent, ils vont se murer dans le silence. Celui-ci va durer des décennies. Mais le silence n'est pas l'oubli. Je suis revenu par le train de Marseille. Je suis arrivé la nuit, je crois. Je ne sais plus ce que j'avais pris comme bouquin. J'ai lu et bon, c'était fini. Je sors de la gare de Caen, il n'y avait personne. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais c'est pas possible. Ils ont eu un accident, ils ont quelque chose. Je m'étais imaginé un retour glorieux, vous savez, on se fait du cinéma, et être attendu quand même avec une poignée d'amis, de famille, et puis bon, je suis revenu, il n'y avait personne sur le quai. Je suis revenu comme je suis parti. La première image qui me revient, c'est la gare Saint-Lazare. Nadine m'apparaît. Je goûte à mon plaisir de la voir, et je l'embrasse, et il y a une femme qui passe à côté de nous, elle me dit: c'est fini. Et mon ami Jean-Claude, coïncidence, il est monté dans le train. Et à un moment donné, je l'entends me dire: tu sais, Jean-Pierre, j'aime bien te demander, est-ce qu'on se bat vraiment en Algérie? Ça m'est resté, j'ai donc 82 ans bientôt maintenant, et entendre dire d'un gars de mon âge, tiens, est-ce qu'on se bat là-bas? Je me suis dit, décidément, c'est dans l'ignorance la plus complète. Cette ignorance est le résultat de la censure gouvernementale qui contrôle de près l'information. Pour ne pas saper le moral des troupes, ni celui des familles, les quelques reportages autorisés montrent une armée non combattante. La réalité de la guerre d'indépendance disparaît derrière des scènes de vie quotidienne. Ce décalage entre le vécu des appelés et la perception de leur famille est un des premiers éléments qui va nourrir le silence. Je voudrais que vous puissiez me dire un petit peu si ça va, si la santé est bonne, si tout va bien. Oui, je m'imaginais l'Algérie plus méchante que ça, tout va très bien, le moral est excellent, Chabet est très bien, notre commande compagnie est parfait, il s'occupe bien de nous, il nous loge bien. Ce que je voyais à la télévision, ou le si peu qu'on voyait, était complètement déformé. Donc, quand je suis rentré, je trouvais que tout était faussé, que la censure existait, qu'on ne disait pas la vérité, et j'enrageais. On a fêté mon retour, on a débouché le champagne, et ça s'est très mal passé en fait, parce que les gens étaient complètement à côté de la plaque,
hein. Ma mère pensait que j'avais passé des vacances en Algérie. Et donc, je me suis un peu énervé. J'ai dû casser plus ou moins une chaise. Je suis sorti dehors. Et mon père, qui était aussi un ancien appelé, puisqu'il avait fait la guerre de 14-18, m'a rejoint et m'a dit « Mais tu sais, c'est ceux de l'arrière, ils ne peuvent pas comprendre. » Alors, j'ai entendu souvent « Ah, t'es déjà revenu ? Ah, t'as bonne mine, etc., etc. T'as de la chance, t'as vu du pays. » Que des conneries dans ce genre. Ce retour dans le monde civil, ça a été, disons, brutal, parce que je me suis très vite rendu compte que je me heurtais à un monde de l'incompréhension. Le silence et la solitude deviennent des refuges. Alors, vous receviez quand même des bouffées de mémoire à travers des choses. J'entends parfaitement encore l'émission de Daniel Philippaki, SNC, salut les copains, vers 17h sur Europe 1. Et là, de nouveau, je me revoyais quand j'étais dans mon poste et je le gardais pour moi. Il aurait fallu parler, mais on ne voulait pas nous écouter parce que ça n'intéressait personne. Quand j'ai repris mon travail à EDF, GDF, puisque je travaillais là-bas, dans le bureau où j'étais, il y avait 6 personnes, on n'a jamais posé de questions. C'était un sujet tabou, c'était pas une bonne guerre, elle n'était pas glorieuse, elle était comme l'Indochine. Donc, ma foi, il y avait un silence, une chape. Ça a été l'omerta aussitôt qu'on est rentré. Hein. On nous a dit de nous fermer notre gueule. On avait fait une petite guerre par rapport à celle de 39-45 et celle de 14-18. On n'était pas des petits branleurs, mais enfin, quelque chose comme ça. Les accords d'Évian de mars 1962 mettent fin au conflit. Des décrets d'amnistie évitent aux auteurs de crimes commis pendant la guerre d'Algérie d'être jugés. Le pouvoir veut tourner la page. La société ne veut plus entendre parler de l'Algérie, malgré le drame des rapatriés qui affluent à Gare, en métropole, et celui des harkis, abandonnés à leur sort. Dans les familles, les appelés doivent se réadapter au plus vite et regarder vers l'avenir. Eh bien, déjà, il a fallu que je retrouve du travail parce que l'entreprise où je travaillais avait fermé. J'étais chaudronnier au départ. J'ai trouvé un copain qui travaillait dans une carrosserie. Il dit, mais si tu veux du boulot, je t'embauche, viens travailler avec moi. Le lendemain, j'allais travailler avec lui. Avant de partir à l'armée, je travaillais dans une administration. J'étais employé de bureau. Et puis en rentrant, je n'avais pas du tout envie de retourner dans une administration. Et il y avait une usine qui s'était construite à Alençon, l'usine Singer. Et donc je suis embauché. À ce moment-là, j'ai un reflet, j'adhère au PSU. Et en disant, comme souvent les hommes qui reviennent de la guerre, plus jamais ça. Quand je suis rentré d'Algérie, je voulais prendre ma revanche sur certaines choses d'avant. Donc de changer ma situation matérielle, donc professionnelle. Et dès 62, j'ai pris les cours par correspondance. Donc pendant la période de retour, j'étais fortement absorbé par des études, j'allais dire, d'étudiants attardés, quoi. Et lorsqu'on revient, si vous voulez, pour trouver un appartement, pour se marier, parce que là, eh bien là, il y a encombrement, parce que les pieds noirs sont là, et vous, il n'y a plus de place pour vous. Dans cette société désireuse d'oublier son passé algérien, seules les commémorations des Premières et Secondes Guerres mondiales sont célébrées. Les appelés sont mis de côté. Ils restent seuls avec leurs souvenirs, leurs séquelles et leur culpabilité. Comme Jean-Pierre Guédreau qui avait en charge pendant la guerre une compagnie de harkis, ces soldats autochtones au service de l'armée française. Vous aviez dans une harka, vous aviez de tout. J'avais un vieux caporal qui avait fait la Deuxième Guerre mondiale, donc il y avait ceux pour lesquels la France représentait beaucoup de choses. Mais il y avait essentiellement l'intérêt économique. Donc j'avais des liens à la fois
plein d'affection, de confiance, et que moi, je leur disais, quand je les sentais un peu inquiets, « Mais la France ne vous abandonnera pas. Moi, au nom de la France, officier français du contingent, je n'étais pas de carrière, mais du contingent, je leur ai dit, mais je ne vous abandonnerai pas. » Et ils m'ont cru. Alors, c'est tout ça qui fait que quand il a fallu que j'ai des armes, ça ne s'est pas mal passé, parce qu'ils m'avaient cru. Alors, ça s'est plutôt mal passé pour moi, parce que non seulement j'ai trahi, mais c'est que ce Larbi, là, qui était mon plus fidèle, il était descendu chez lui et ils me l'ont tué, ils l'ont balancé dans les barbelés de mon poste, les parties génitales dans la bouche, et il avait les yeux ouverts. C'est-à-dire que ses yeux ouverts, ses yeux de mort, ses yeux glauques, ben voilà, ils m'ont empêché de dormir pendant 20 ans. Mais quand je suis rentré, j'ai voulu raconter cette histoire à un de mes collègues qui était de mon âge, qui avait eu la chance d'être réformé parce qu'il était, je ne sais pas quoi, malade. J'aurais demandé de la compréhension par rapport à ce que j'avais quitté, à ce que j'avais promis à mes harkis. Mais on me lançait la figure, tes harkis, c'était des collabos. On ne pouvait pas discuter, on ne pouvait pas se comprendre, donc on se tait, on le garde pour soi. Je n'ai pas entendu parler vraiment de la guerre d'Algérie, mais par contre, mon père avait laissé en fait dans la maison des objets qui rappelaient la guerre d'Algérie. Et notamment, il avait un manteau en fait qu'il avait rapporté de là-bas et qu'il utilisait l'hiver. Il avait aussi ramené un calot. Et en fait, c'était accroché tout le temps au porte-manteau. Mais c'était tout, parce que pratiquement jamais il en était question. Il n'y avait pas de parole qui était prononcée là-dessus. Je pense que j'avais compris que ça avait été un moment difficile dans sa vie. J'avais peur de lui faire mal en lui posant des questions. Je pense que c'est ça qui me retenait. Ma mère, peut-être, elle avait tendance à en parler un petit peu plus, et notamment à dire à quel point, effectivement, quand il était rentré, mon père avait changé. Ça je l'avais entendu dire plusieurs fois, qu'elle ne le reconnaissait pas, qu'elle avait quitté un homme drôle, qu'elle avait retrouvé un homme taciturne qui ne lui parlait pas pendant des heures. J'étais taciturne, c'est vrai. On ne parlait pas. Et pourquoi on ne parlait pas? Parce que dans le commando, pratiquement, on ne parlait pas. Quand on revenait de l'opération, il y avait presque toujours quand même quelqu'un qui avait été tué, autre chose. Bon, ça faisait pas mal de morts derrière nous. Hein. On a laissé des morts. Ouais. Ouais. Et j'étais avec mon père et ma mère à la fête. Et je me souviens qu'il y a eu un tir sur le stand. Et j'ai une réaction bizarre. Je suis foutu le camp. Hein, et mon père m'a rattrapé. Il m'a dit, mon pauvre vieux, c'est là qu'il m'a dit, ça a pas dû être drôle. Donc j'étais assez mauvais. Ma pauvre maman, elle a raconté à ma famille que j'avais des séances quand même pas drôles. Il y avait un bal le samedi. Hein, et je me souviens qu'avec un copain qui était revenu, on ne s'est pas très bien conduit. Et c'était pas dans ma culture, ni des habitudes de mes parents. J'étais très agressif. Mais à l'époque, je pense que j'étais un petit peu dans un espèce de brouillard de retour. Il avait complètement changé. Il était anxieux. Pendant des mois et des mois, il a dormi avec un poignard sous son oreiller. Il était toujours prêt à attaquer, alors que il est parti très calme, un garçon très doux. J'avais plus envie de sortir m'amuser, je ne riais plus comme avant.
Et puis j'étais larmoyant tout le temps. Et mes parents se sont bien rendus compte que je n'étais plus le même. Alors ils ont fait venir le médecin de famille. Il était désolé de me voir dans cet état. Alors il m'a fait hospitaliser et j'ai passé un séjour en cure de sommeil. J'ai eu le droit aux électroencéphalogrammes et toutes ces choses-là. J'en ai déduit que j'étais sain de corps et d'esprit, mais très affecté par mon séjour en Algérie. Toute cette époque nous a littéralement broyés. Je me considère chanceux d'avoir fait face à ce passé. Nous, personnellement, c'était le silence. Dans ma famille, ils étaient très heureux que Jean-Pierre ramène... il avait ramené des tapis, une couverture kabyle. Mais la guerre d'Algérie proprement dit, non, on n'en a pas parlé. Et on ne cherchait pas à en parler non plus. C'est pas comme leur père ou leur grand-père qui s'étaient battus quand même pour la France. Eux, je veux bien, on dise qu'ils se sont battus pour la France. Ils ne se sont pas battus pour défendre leur pays. Non, au contraire, ce sont ceux d'en face qui se battaient pour défendre leur pays. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la guerre d'Algérie, moi, je ne connais pas de héros, hein. De l'autre côté, oui, peut-être, mais des héros français qui ont fait l'Algérie, j'en connais pas. Nous étions en plein dans cette société de consommation, pris par cette espèce de tourbillon, il faut vivre. Donc, on pensait à faire autre chose, on pensait à baiser, à faire des enfants, à s'acheter une maison, enfin, etc. Et nous, on essaye de faire un peu comme eux, de chanter un peu comme eux, de danser un peu comme eux. On va faire des concours de rock, nous, on va les faire avec Nadine, nos concours de rock. On va leur montrer qu'on est toujours jeunes. Il fallait vivre et oublier. C'était ces mots, y compris mes parents. Bon, oublie tout ça. Pour cette génération sacrifiée, la fabrication du silence va durer des décennies. Les années ont passé, et puis plus de problème. J'avais fait ma thérapie comme ça, l'Algérie, ça commençait à s'estomper. Petit à petit, la bête reprenait du poil de la bête. Et je devenais presque heureux de vivre. Et puis, fil en aiguille, un jour, j'ai rencontré des gars qui m'ont entraîné pour aller à la FNACA. Alors que les anciens combattants, c'était pas mon truc, hein. Les seuls avec lesquels, et c'est encore vrai aujourd'hui à notre âge, les seuls avec lesquels on est tranquille, on est sûr de ne pas être jugé, ce sont nos camarades qui sont passés. Donc il y a une espèce de fraternité qui existe entre ces appelés du contingent. Solidarité. Et le fait de se retrouver une fois par semaine, une fois tous les 15 jours ensemble, ils arrivaient à échanger. Moi, je pense que ça a sauvé des tas de gars de la folie parce qu'ils ont pu vider leur sac à ce moment-là. Pour se faire entendre et surtout partager leurs souvenirs, beaucoup d'anciens appelés vont adhérer au sein d'associations qui vont se battre pour obtenir des titres de reconnaissance et des droits. Une loi de 1974 instaure un titre de combattant. Mais le terme de guerre n'est toujours pas admis par les autorités. Il faudra attendre 1999 pour que le poids de l'histoire et la pression des anciens combattants finissent par payer. La proposition de loi que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui constitue une initiative au contenu symbolique très fort, puisque le groupe socialiste a souhaité affirmer
d'entrée de jeu qu'en Algérie, c'était bien la guerre. La guerre d'Algérie est enfin reconnue comme telle, officiellement. L'Assemblée nationale a adopté aujourd'hui une proposition de loi, et cela 37 ans après la fin du conflit. Jusqu'alors, on avait toujours parlé d'une opération de maintien de l'ordre. 3 ans plus tard, le 5 décembre 2002, un monument national dédié aux morts d'Afrique du Nord est inauguré par le président de la République Jacques Chirac, quai Branly à Paris, inscrivant pour la première fois la guerre d'Algérie dans l'histoire officielle. Cette reconnaissance tardive va provoquer un emballement mémoriel avec la multiplication de lieux commémoratifs partout en France. Elle va libérer la parole au sein des familles. Petit à petit, les souvenirs remontent à la surface. On a construit notre vie pendant 40 ans. Je veux dire, on n'a jamais parlé de la guerre d'Algérie. Jusqu'à ce qu'un jour, ça se réveille. Il y avait des choses qui disaient, je dis, mais tu m'as jamais dit ça. Non, je ne te l'ai pas dit parce que je l'avais complètement oublié. Je l'ai rencontré très jeune, puisqu'on allait à la même école. On était toute une bande de copains, à peu près tous dans les mêmes âges. On avait un café qui avait une terrasse et qui nous acceptait comme occupants le jeudi à l'époque. J'avais 17 ans quand on a fêté ses 20 ans. En août 59, il est parti directement en Algérie. On n'était pas fiancés. Ceci dit, j'ai été bloquée chez moi pendant 2 ans parce que ma mère m'a dit « Il est en Algérie, tu vas pas aller au cinéma et sortir avec tes copines ». Et puis cette jeune fille, que j'aimais beaucoup, m'a dit qu'on n'allait pas poursuivre parce que je partais et puis qu'elle ne pourrait pas attendre. Oui, j'avais une petite fiancée, c'était pas officiel, mais c'était une idylle, c'était un sentiment, pour moi déjà, c'était très très profond. D'abord, j'ai vécu dans un espoir comme ça pendant tout mon service. Donc il n'y avait pas trop la peur de la guerre, mais plutôt la peur de la séparation. Les gens comme Jean-Pierre, c'était les appelés du contingent, ils allaient faire leur service militaire, leur régiment, comme on disait, et ça c'était le passage incontournable pour devenir un homme, n'est-ce pas? Donc dans les familles, c'était quelque chose de tout à fait naturel, qu'ils partent. Bon. Pour tous les jeunes des années 50, faire son service militaire est le passage obligé vers l'âge adulte, un préalable quasi obligatoire avant de se lancer dans la vie de couple. Le conseil de révision qui décerne un brevet d'aptitude sexuelle, bon pour le service, bon pour les filles, est alors l'expression consacrée. Mais pour tous ces jeunes, faire son service en Algérie est un saut vers l'inconnu. On ne savait pas le fond de la chose, le climat qu'il y avait, politique et tout ça, on ne savait pas, on ne savait rien, on n'avait même pas été informés avant de partir. On nous a poussés dans le grand bain sans qu'on sache nager. Quand nous sommes partis, il ne faut pas l'oublier que nous étions mineurs. Nous n'avions pas le droit de vote, nous étions mineurs, puisque le droit de vote était 21 ans. À l'école normale de Caen, la guerre d'Algérie, on n'en parlait jamais. Hein. On ne pensait pas que nous, on allait y aller. Si la plupart des appelés sont peu politisés, certains cependant partent avec le sentiment d'une mission qu'il leur faut accomplir. À Cherchel, on nous persuadait, et j'en étais convaincu, que nous avions en face de nous des bandits, des rebelles, qui voulaient détruire la belle civilisation française, et que ces gens étaient à la solde des communistes. On nous apprenait que nous défendions en Algérie le monde libre. C'était la théorie des dominos, la Corée, l'Indochine, l'Algérie, et que si nous perdions l'Algérie, demain la France serait aux mains des communistes. D'autres partent animés par des convictions spirituelles ou politiques. Je demande autour de moi, dans mon petit village, on est 7 garçons, je crois, et tous les 7 disent on y va, même si ça leur fait pas plaisir. Moi, j'ai pas du tout envie d'y aller, hein, parce que d'abord, je suis partisan de l'indépendance. Hein, et je vais me rapprocher
des jeunes communistes d'Alençon, et il me dit « il faut y aller parce que il faut toujours être là où est la classe ouvrière ». Moi, j'étais au grand séminaire à ce moment-là. C'était pas possible de devenir prêtre, de chargé de paroisse avec des gens qui auraient été là-bas, et nous, on n'y aurait pas été. Donc, il fallait y être. Dans cette société qui n'est pas encore celle des loisirs, le départ en Algérie constitue pour la majorité de ces jeunes le premier voyage hors de la métropole. Une découverte presque initiatique. On est arrivé au petit matin à Alger, donc la belle baie d'Alger. Quand on arrive, on voit Alger. D'autres ont vu Oran. C'était une belle ville. Vous dites, ah bah oui, la civilisation française, elle a fait quand même des belles choses. J'étais ébahi par la beauté du pays déjà. Puis bon, on est parti à Cherchell. Sur la route de Cherchell, à un moment donné, il y a une odeur mais que je ne connaissais pas. Et il y a un gars finalement qui a dit, mais c'est les orangers. Voilà, le parfum des orangers. Toutes ces senteurs qu'il y avait, tout. Et puis on voyait quand même à côté de ça une grande misère. Mais il ne faut pas aller loin pour trouver derrière le Moyen-Âge. Les charrues faites à bois pointu, traînées par un âne. Il n'y avait pas d'école. Il y avait 7% de la population indigène en 1954 qui était scolarisée. Et il n'y avait pas d'hôpitaux. Vraiment, les Aurès, les gens étaient dans une misère. C'était effroyable. Ils avaient des mechlats, ils avaient une porte, c'est tout. Il n'y avait même pas une fenêtre. Ces gens-là vivaient comme ça. C'est pas brillant ce qu'on a fait en Algérie. Il y avait le côté colonial, les gens qui avaient réussi, ils étaient là, ils étaient beaux, ils avaient la tchatch. Et puis à côté, il y avait les Arabes qui prenaient les coups de pied au cul, qui se faisaient traiter de bougnoules. Et sans compter le racisme des petits blancs. C'est pourquoi chaque jour, de nouveaux renforts arrivent. Chacun comprend que la politique de pacification exige des effectifs nombreux. Plus ils seront nombreux, moins il y aura de sang versé. On voit ce village de Bouinan, qui hier se tairait, revenir à la vie à l'apparition d'un groupe de soldats. Comme elle a d'importance l'arrivée de 100 hommes en armes. Dès qu'ils sont là, les portes s'ouvrent. Les enfants sortent, les visages s'éclairent. Dans notre tête, on faisait pas la guerre. On ne savait pas ce qu'on faisait exactement. On disait que c'était du maintien de l'ordre, de la pacification. Ça lui ressemblait un peu, mais quand on voyait les résultats, c'était pas ça. Hein. Quand on allait chahuter un peu les pauvres gens dans leur village, c'est vrai que beaucoup étaient complices avec les rebelles, c'était un petit peu normal. Qu'est-ce qu'ont fait nos parents pendant l'occupation allemande, hein? Ils n'étaient pas complices avec l'ennemi, ils étaient avec les résistants. Mon père était un homme qui avait fait la résistance. Il m'avait dit avant de partir, mon fils, reviens-nous et les mains propres. Mais quand on est dans une guerre, on n'est jamais propre. Confronté au décalage entre le discours officiel, l'Algérie c'est la France, et la situation de danger qu'ils découvrent sur place, les appelés ne veulent pas inquiéter leur famille et leurs fiancés.
Dans leur courrier, ils ne racontent pas ce qu'ils vivent vraiment. Cette autocensure qui s'ajoute à la censure gouvernementale est à l'origine du malentendu sur la réalité de la guerre. J'ai retrouvé des cartes que j'envoyais. C'est d'une platitude. On racontait que le paysage était très beau, que les gens étaient pauvres, qu'il y avait des beaux palmiers, dattiers, mais on ne parlait de rien. On n'avait pas envie de la raconter qu'il y avait un danger. C'était pas la peine de l'ajouter chez eux de la peur. Tous les jours, je faisais une lettre. Que ce soit mes lettres ou les siennes, c'était toujours un peu la même chose tous les jours, avec des petits faits divers. Bon, ma mère avait peur que je me fasse tuer. Je donnais des nouvelles. Bon, j'évoque tout ce qui se passe, mais avec une absence de la réalité, finalement. Dans leur courrier, ils ne parlaient pas de la guerre, ils ne parlaient que des choses anodines, du pays, de leur vie quotidienne, mais pas de la guerre. Donc on n'avait pas trop peur. On s'écrivait tous les jours. Mais il y avait des semaines, par exemple, où j'étais sans lettres. Je ne recevais pas de lettres. Et là, c'était pas... On ne peut pas appeler ça de la peur, parce que la peur, on met un nom dessus. C'était plutôt de l'angoisse, quoi. J'étais mal, quoi. Par contre, j'imagine ce que ça pouvait donner lorsqu'il apprenait le décès de copains de mon âge. Dans ma petite ville de 8000 habitants, il y a eu 12 morts, dont des copains d'enfance. Moi, j'ai un gars, j'habitais au premier, il habitait au troisième. Il a été tué en Algérie. Le maire est venu très très tôt le matin pour l'annoncer aux parents. Moi, j'étais effondrée de savoir qu'on pouvait mourir comme ça, sans que ça fasse de vagues. C'était terrible. Il y avait une espèce de chape de plomb qui faisait que on n'en parlait pas ou très peu. Ben, ma mère, quand il y avait dans le village voisin un gars qui était mort et qu'on enterrait, elle allait à l'enterrement. Les tués autour de nous, je ne les connaissais pas particulièrement, mais on en entendait par ouï-dire, disons, par les familles. Les cadavres revenaient en catimini. La guerre aurait provoqué entre 25 000 et 30 000 morts dans l'armée française, dont la plupart sont des appelés. Les blessés, eux, se comptent par dizaines de milliers. J'ai ma plaque de soldat. C'est une plaque en métal. Il y a mon nom et puis il y a l'affectation que j'ai. Et c'est marqué 2 fois. Et la plaque est divisée par une ligne de petits trous qui permet de la casser. Et quand vous êtes mort, on met la plaque sur votre cercueil et puis on a la plaque pour authentifier. Donc vous partez avec ça. C'est-à-dire avec tout ce qu'il faut pour votre cas est réglé si vous mourrez. C'est ça la guerre. La guerre, c'est qu'on vous envoie avec l'idée que vous pouvez vous faire tuer et avec des armes pour tuer les autres. Et vous vous faites tuer ou vous tuez au nom de votre pays. C'est de cette proximité avec la mort que la génération des appelés va vouloir témoigner. Beaucoup d'entre eux vont enfin raconter la réalité de ce qu'ils ont vécu. Ils vont peu à peu briser le silence. Je suis à la police militaire, on chemine comme ça. Je me souviens surtout de la chaleur et puis de la poussière. Et à ce moment-là, sur ma droite, sur un toit, il y a des toits terrasses, vous voyez. Je vois ce qui me semble être un gamin. Et à ce moment-là, il jette un objet noir. Bon, il y a une gerbe, une flamme, un bruit énorme, énorme, énorme. Je vais être sourd pendant plusieurs jours. Et puis,
Ainsi, je me souviens de ce type qui est adossé contre un mur, je crois. Et là, il a un trou, ici. Il y a eu 8 morts, 36 blessés, je crois. Je peux dire que je suis psychotraumatisé jusqu'à aujourd'hui, oui. Mon premier mort, je l'ai vu à Cherchel. Et le gars, il avait pris une balle dans la tête. Je revois la cervelle qui fumait encore. On a beau se dire, c'est... Fait les gars... Bon, on se dit ce qu'on veut, mais enfin, c'est un mort. Ils prennent leur gourde, et que je te la remplis, et après, ils boivent. Il y a des gars qui étaient montés un peu plus haut, et puis ils disent « Oh les gars, venez voir, venez voir !» Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait 2 ou 3 cadavres en décomposition, arrêtés par des branches d'arbres. Ah, rien que d'y penser... Ah, la vache. Là-bas, ce qui m'a traumatisé le plus, c'est que j'ai été obligé de faire usage de mon arme. Et ça fait mal. Ça fait très 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 mal. Sur le coup, c'est héroïque. On vous félicite. Vous avez les honneurs du régiment. Mais non, c'était pas. C'était pas bien, c'était pas bon ça. Ça chamboule un homme. De savoir qu'on a un petit peu les mains rouges, ça vous laisse des traces. À un moment donné, il y a un gars qui est sorti d'un buisson, qui a braqué une arme sur lui, il a tiré le premier, et le gars a été tué. Bon, alors ça c'est la première chose, mais ils étaient loin du poste, ils ont prévenu le capitaine par radio, qui a dit, vous coupez la tête. Et donc il y a un gars qui a coupé la tête. Il ramenait les têtes pour les identifier. C'était la pratique. Et il me disait, bon, à la fin, on a eu des appareils photo. On a eu un appareil photo. Mais l'armée, c'était pas la bonne école. C'était l'école, pour moi, c'était l'école du crime. Il n'y avait pas ça autrement. Puis on était, moi, personnellement, il y a des gars des copains qui ont eu la chance d'avoir un bon encadrement, des militaires respectables. Mais moi, je suis tombé sur les pires bonhommes qui se vantaient en Indochine d'avoir violé des petites filles dans les cases, dans les rizières. Ça n'a pas fait des hommes, ça. Ça a fait que des crapules. La France va-t-elle enfin regarder son histoire en face? 40 ans après la guerre d'Algérie, le tabou de la torture est en train de voler en éclats. Au début des années 2000, toute une série de révélations sur la torture réactive la mémoire de la guerre d'Algérie. Pour les appeler, c'est un degré supplémentaire dans un douloureux passé qu'il leur faut exorciser. Il y avait un lieu où les gens étaient emprisonnés, d'interrogatoire et de torture. On a été chargé d'aller faire une visite de ce lieu.
Et on est descendu par un escalier très, très abrupt, et en bas, juste en bas, là, en face de l'escalier, il y avait une niche dans le mur, avec une grille devant, il y avait ça de profondeur peut-être, et il y avait un type qui était enfermé là. Et puis à gauche, je ne sais pas combien ils étaient, enfin moi je dirais une vingtaine, quoi, et qui était là, debout contre la grille, à regarder. Bon. Et j'ai pas pu regarder, quoi. Enfin, j'ai vu, mais j'ai pas... Et on est remonté, il y avait des cellules, mais toutes petites, pour les gens qui étaient en interrogatoire. Donc, qui étaient alignées les unes à côté des autres, ils ne pouvaient pas tenir debout dedans, même pas s'allonger. J'ai fait 2 lettres ce jour-là. Mais je n'ai pas parlé de ça. À Batna, il y avait deux centres de torture, hein, les DOP, hein, puis les CRA. Hein. J'étais pilote de Jeep, donc ça m'est arrivé d'emmener des prisonniers. Hein. Et les premiers tortionnaires que j'ai rencontrés, qui étaient du CRA, je me suis aperçu que là-dedans, il y avait des appelés comme moi. Et vraiment, ça m'a complètement sidéré. Ils étaient 4, peut-être 5 hein, appelés du contingent, plus des sous-officiers, plus ce capitaine. Il y avait toute une équipe hein, de la GIGN. Moi, j'ai visité la cave, hein, même. Je suis descendu, hein, j'ai vu comment c'était fait et tout ça. On savait très bien que ça existait, les méthodes un peu sensibles. Il va falloir le balancer dans la flotte, te conduire comme les Gestapo. J'ai pensé à ceux de la Résistance, qu'on foutait dans une baignoire, puisqu'on les appelait des terroristes. Nous, on appelait les gars les terroristes, là-bas. Vous vous retrouvez dans l'image inverse. Et donc, ces salauds d'Allemands, enfin bon, c'était pareil, non. C'était ça, quoi, finalement. Il y avait eu un accrochage hein, quelques jours avant, et il y avait eu un Félaga qui avait pris une rafale dans le ventre, hein, et donc avait été hospitalisé. Le CRA, le commando, est venu le récupérer, bien que très très blessé, et ils se sont mis à le torturer hein, pendant plusieurs jours. Pourquoi ils font ça, ces mecs-là? Parce qu'en plus, ils disent eux-mêmes, ça sert à rien. Je me pose la question. Si vous voyez votre copain à côté, étripé, égorgé, l'homme, il reste un homme, je me dis, comment, si tu avais été confronté à pareille chose, tu te serais affronté comment? Et que tu te serais sali les mains. C'est facile à juger quand on n'a pas dû participer à ce genre de choses. Moi, j'ai eu un pot formidable. Je n'ai pas été confronté à ça. Quand on est enfant et qu'on sait que son père a fait la guerre, on a toujours au fond de nous une petite angoisse. La petite angoisse, c'est de se dire, est-ce que mon père s'est bien comporté là-bas quand même? Est-ce qu'il a tué des gens? En gros, hein, quand on est enfant, c'est la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il a tué des gens? Et même adulte, on a encore un peu peur de ça. Je ne sais pas comment j'aurais reçu un récit dans lequel il aurait avoué s'être livré à la torture. Ça, c'est clair que ça aurait été peut-être plus compliqué. Et en fait, la lecture rétrospective qu'on fait de cette histoire, qui a été terrible, on l'a fait d'après ceux qui ont fait le pire. Mais le pire, c'est que c'est le pouvoir que vous donne l'État, et c'est là où la politique a toute sa place, enfin, je trouve, moi. La morale aussi, bien sûr, mais bon. Nous étions, nous, appelés du contingent, dans le mauvais camp. Moi, je donnais ma parole à des gens là-bas, je les ai aimés, j'ai aimé cette population. Et je croyais très sincèrement la protéger. C'est pour ça que cette histoire d'Algérie de silence, c'est cette trahison. C'est le maître mot. Tout le monde a trahi, et tout le monde a été trahi. Du plus haut niveau, du général de Gaulle avec les pieds noirs, au pauvre garçon du contingent qui était infirmier, médecin, qui soignait la population, qui faisait ce qu'il pouvait.
Celui qui était instituteur avec des gamins, il s'est attaché. Et puis du jour au lendemain, les gamins, tout le monde a trahi. Nous n'avions rien à faire là-bas. Je n'avais rien à faire là-bas. Mais je n'ai fait, moi, comme d'autres, que ce qu'on me demandait de faire. Je m'estime, moi, plus victime qu'autre chose. Parmi les appelés que j'ai interrogés pour ma thèse, il y en a un qui a eu cette phrase quand même très forte. Il a dit « L'État français a fait de nous une génération de délinquants ». Il y a eu des violences conjugales, il y a eu des tas de faits de violence. Au retour de la guerre, il y avait aussi des alcoolisations massives, des accidents de la route notamment, dont on n'a jamais très bien compris comment ils avaient pu se dérouler. Pendant longtemps, les psychiatres, les psychologues, les psychanalystes, les infirmiers, on n'a jamais fait le joint entre l'alcoolisme ou les maladies mentales de ces gens et la guerre d'Algérie. Je veux dire, il a fallu des décennies pour qu'on comprenne enfin qu'il y avait peut-être quelque chose qui était de l'ordre de la guerre, de la torture, de ce que les gens avaient vécu, de la mort. Le problème, c'est qu'il n'y a vraiment aucun statistique là-dessus. Au ministère des Armées, au ministère de la Santé, il n'y a rien. Il n'y a pas de statistiques. Il y a un organisme qui s'appelle l'ONAC. Ils ont réalisé une exposition, ça s'appelle La guerre d'Algérie, histoire commune, mémoire partagée. Mais quand vous regardez cette exposition-là, pas à un seul moment, ils ne parlent des appelés. Les victimes, ce sont les pieds noirs et les harkis. Les appelés, on ne sait pas trop où les placer. En fait, on a l'impression un petit peu que ce sont de pauvres types qui se sont trouvés là au mauvais moment. On nous a vraiment bousillés. Nous sommes des enfants de la guerre, nous sommes devenus des hommes de guerre. Et en plus, il y a cette génération qui n'a pas voulu, les gens qui ont suivi, nos grands dirigeants, qui n'ont pas voulu nous écouter pendant des années et des années. Je sais très bien qu'on a reconnu timidement que c'était pas du maintien de l'ordre, c'était une guerre, etc. Moi, je vais même plus loin, parce que j'essaie de réfléchir. Moi, je me demande si cette génération-là n'a pas foutu le bordel d'un point de vue culturel, d'un point de vue social. De temps en temps, on dit, tiens, machin, il a fait la guerre d'Algérie. Il y a des cinéastes, il y a des chanteurs, il y a des écrivains, il y a des grands patrons. On est tout à fait surpris des fois en disant, tiens, celui-là, merde... ça a été, je crois, une catastrophe. J'ai un fils qui est né en 1965. Bon, en tout cas, il savait ce que ça représentait pour moi. Mais nous n'en parlions pas. Mes enfants, moi, j'aurais jamais parlé de l'Algérie. Mes petits-enfants vont bientôt plus m'écouter, me poser des questions que mes enfants. Mon fils, qui était au collège, a été interrogé par son prof d'histoire géo. Enfin, il a demandé à toute la classe, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont un grand-père qui a fait la guerre d'Algérie? Eh bien, ce serait bien que vous alliez interroger votre grand-père, que vous rameniez des informations la prochaine fois. Et donc, mon fils est venu voir mon père et il lui a dit, tu sais, mon prof, il aimerait que je lui raconte des choses. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu de ce que tu as fait à la guerre? Moi, je n'avais pas osé enfant. Et en fait, je pense que la génération des petits-enfants a moins de mal à aller poser des questions parce qu'il n'y a pas le même collage affectif, le même collage générationnel. Et donc, j'ai saisi ça au bon. C'est-à-dire que j'étais tellement contente que mon fils réussisse à faire parler mon père que là, à partir de là, moi, j'ai pas lâché l'affaire. J'ai eu vraiment envie qu'il aille au bout et qu'il raconte vraiment tout ce qu'il avait vécu là-bas. La guerre d'Algérie a mis fin au rêve colonial français. La jeunesse qui fut appelée sous les drapeaux
a longtemps porté seul, sur ses épaules, la culpabilité de ce qui fut un échec politique majeur. Avec la reconnaissance officielle de la guerre, les appelés ont voulu réinscrire leur vécu dans une histoire complexe, multiple et toujours en mouvement. En brisant le silence, ils font désormais partie du récit national.